Un luxe opulent émanait du grand hôtel de la Loire, où des sols en marbre lustré reflétaient une cascade de lumière provenant de lustres monumentaux, et où des violons susurraient une douce complainte pour une élite qui riait dans ses vers. Au cœur de cette agitation sophistiquée, une jeune femme de chambre noire naviguait avec une précaution infinie, son plateau d'argent chargé de flûtes de champagne vacillant au rythme de sa marche. Une fatigue intense brûlait dans ses yeux sombres et fiévreux. Puis l'incident survint. Une coupe s'échappa, son liquide ambré se répandant sur le costume d'un député. Le sourire de l'homme se crispa en une expression de dédain. « Connaissez-vous votre place, au moins ?» Le son sec de la gifle résonna dans le grand hall. La musique cessa abruptement. Le plateau heurta le sol dans un fracas assourdissant. Le cristal explosa en 1000 fragments, comme une constellation s'éteignant sur le marbre. Son corps chancela, ses genoux se dérobant sous elle. Mais avant de toucher le sol, une main la saisit. Une main qui semblait détenir une puissance absolue. Il était grand, sa silhouette nette, et il affichait un calme déconcertant dans son costume noir impeccable. Léo Dubois. L'air même sembla se densifier autour de lui alors qu'il la redressait. Des murmures stupéfaits parcoururent l'assistance. Les flashs des appareils photo crépitèrent. En glissant, ses manches dévoilèrent des hématomes. Des traces de piqûres. Et près de son poignet, un petit symbole gravé par le feu. La mâchoire de Léo se durcit. Sa voix se fit basse, un murmure menaçant. Qui est le responsable de ça? Ses gardes du corps se mirent en alerte. La foule s'ouvrit sur son passage. Elle, cependant, ignorait tout. Cet homme était le PDG milliardaire le plus craint de Villefranche-sur-Loire, suivez, loyauté inattendue, pour la suite de ce récit poignant. Chloé Martin, 28 ans, traverse Villefranche-sur-Loire tel un fantôme invisible. Ancienne infirmière, elle est maintenant femme de chambre à temps partiel. Elle s'abrite derrière un regard fuyant et des uniformes amidonnés, écrasés par le poids de souvenirs indélébiles. Son corps est le témoin silencieux de sa survie, des marques de piqûres, une cicatrice infamante, une grâce tremblante qu'elle s'acharne à préserver. Dotée d'une grande intelligence et d'une nature réservée, elle subit la cruauté des nantis tout en protégeant son secret. Elle a fui un réseau clandestin de trafic de sang qui exploitait des femmes comme elle. Portrait, une peau mate et douce, des cheveux bouclés sagement attachés, des yeux lasses mais vifs, un uniforme simple et trop grand pour sa fine charpente. Plus tard, une fois sauvée, elle se réinvente, vêtue de pull crème et de robe de soie. Son assurance est retrouvée, et la cicatrice sur son bras est devenue le symbole de sa rébellion. Léo Dubois, 32 ans, commande le silence d'une simple présence. PDG milliardaire du groupe Dubois, il est l'héritier de la plus influente des grandes familles aux liens troubles de la Loire. Sa réputation le précède, impitoyable, d'une précision chirurgicale, avec des yeux impénétrables et une voix qui inspire une obéissance immédiate. Mais la vue de la peau meurtrie de Chloé provoque en lui une fissure. Cette marque, il la connaît. Elle porte l'empreinte de la même barbarie sur laquelle son père a bâti son empire. Portrait, costume noir taillé à la perfection, col de chemise ouvert sur des tatouages qui lui courent le long du cou, une mâchoire carrée, des yeux de jet où se mêlent la colère et le remords. Le monde le voit comme un monstre. Elle découvrira l'homme qui se cache derrière, un homme qui lutte pour se défaire de cet héritage. Monique Laurent incarne l'élégance vénéneuse. C'est la belle-mère de Léo. Elle se pare de colliers de diamants et de titres de bienfaitrice pour mieux dissimuler ses activités, à la tête d'un réseau d'hôpitaux de charité qui sont en réalité des façades pour la collecte de sang. Ses paroles sont douces comme le miel, sa cruauté masquée par les convenances. Chaque sourire est une menace, chaque geste un calcul. Pour elle, la pureté est une source de pouvoir et le sang, un patrimoine. Ses convictions causeront sa perte. L'inspecteur Stéphane Mercier est un homme à double visage, sauveur en public, homme de main en privé. Officier décoré à la solde de Monique Laurent, il tord la justice au gré de ses intérêts. Son insigne n'est qu'une couverture pour sa corruption. Arrogant, séducteur et foncièrement lâche, il fait le lien entre la haute société et la pègre. Pour Chloé, il est le spectre des hommes qui l'ont jadis emprisonné. Le docteur Nicolas Moreau, médecin personnel de Léo, est une encre de raison dans la tourmente. Son comportement est posé, professionnel, presque paternel. Il soigne les blessures de Chloé et met Léo en garde, la sauver, c'est s'attaquer à l'empire qui a fait de lui ce qu'il est. Sa loyauté n'est pas envers la famille, mais envers sa conscience.
Olivier Durand, ex-membre des forces spéciales et garde du corps, est un homme de peu de mots, marqué par ce qu'il a vu. Il exécute les ordres et protège Léo avec une fidélité sans faille, mais il ressent une profonde empathie pour Chloé. Derrière son efficacité tactique bat un cœur qui croit encore à la bonté. Il deviendra son protecteur silencieux, prêt à tout pour qu'elle ne souffre plus. Ses destins s'entremêlent, irrésistiblement attirés les uns vers les autres comme des astres autour d'une étoile mourante. Tous sont unis par la culpabilité, la loyauté ou l'amour. Quand leurs mondes entreront en collision, des liens sacrés seront rompus, les apparences voleront en éclats, et Villefranche-sur-Loire se souviendra de cette nuit où l'homme le plus puissant de la ville a sauvé une femme de chambre et a refusé de la laisser sombrer dans l'oubli. Le grand hôtel de la Loire baignait dans la lumière des lustres, tandis que les violons jouaient pour l'élite de la région. Les députés levaient leurs verres, les investisseurs échangeaient des rires complices, dans une atmosphère saturée de parfums de luxe et d'arrogance. Au milieu de cette effervescence, une jeune femme de chambre noire se faufilait entre les tables, son plateau oscillant à chaque pas. Les mains de Chloé Martin étaient moites, sa vue troublée par la fièvre et l'épuisement. Sous ses manches, les bandages la brûlaient. Elle gardait la tête basse. Encore une heure, se répétait-elle. Un dernier plateau, une dernière table. Mais le sort en décida autrement. Une goutte de champagne tomba sur le revers de la veste d'un député. Son rire s'éteignit, remplacé par une grimace de dégoût. Incompétente. Regardez-moi ça. Sa main s'abattit sur la joue de Chloé, le son claquant contre le marbre et le cristal. L'orchestre s'interrompit. Un silence stupéfait s'installa. Les genoux de Chloé fléchirent. Le plateau lui échappa. Avant qu'elle ne s'effondre, une silhouette se glissa à ses côtés. Un bras robuste la retint, la soutenant comme si le temps s'était suspendu. Le tissu de son costume noir effleura sa peau. Son parfum était un mélange de puissance et de danger. Sa manche ayant glissé, ses blessures furent exposées, des bleus, des marques de piqûres, et une cicatrice à peine visible, gravée au fer. Sa mâchoire se crispa. Une lueur de reconnaissance s'alluma dans ses yeux. Il avait déjà vu cette marque. La voiture, tout de suite, lança-t-il, d'une voix calme mais impérieuse. La foule s'écarta, chuchotant son nom, Léo Dubois, un mélange de respect et de peur dans la voix. Mais elle ignorait que cet homme était le PDG milliardaire le plus puissant de Villefranche-sur-Loire. Quand Chloé reprit connaissance, l'air qu'elle respirait lui était étranger. Une odeur de cèdre et de propreté clinique. D'immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur Villefranche-sur-Loire, scintillant comme un royaume inaccessible. Elle était dans un lit d'un confort irréel, le poignet pansé de frais. À l'autre bout de la pièce, près de la fenêtre, se tenait Léo Dubois, sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville qu'il dominait. Sa posture était rigide, son immobilité presque surnaturelle, celle d'un homme habitué à dompter les tempêtes en devenant lui-même une force de la nature. « Vous êtes employé au Grand Hôtel de la Loire », dit-il sans se tourner. Mais ces blessures. Quelle est leur véritable origine ? Chloé déglutit avec peine. Sa gorge était sèche. Nulle part, répondit-elle d'une voix faible. Il se tourna vers elle, son regard sombre et indéchiffrable. Nulle part ne laisse de telles traces. Il n'insista pas. Il posa une enveloppe sur la table de nuit. Vous restez ici. Vos soins sont pris en charge. Voyez ça comme un nouvel emploi. Vous vous occuperez de cet étage. La cuisine, le ménage. Selon ce que mon agenda vous laissera le temps de faire. Vous avez une dette envers moi. Ces paroles sonnaient comme une offre généreuse, mais elle les ressentit comme une nouvelle forme de servitude. L'arrivée de son personnel de maison dissipa toute illusion. Il ne la considérait ni comme une invitée, ni comme une patiente, mais comme un fardeau qu'on leur imposait. Ils chuchotaient, ricanaient, obéissant à leur maître et non à la femme qui l'avait recueillie. Elle garda la tête basse, nettoyant des pièces qu'elle ne se rappelait pas avoir vues, pliant des vêtements qu'elle n'aurait jamais les moyens de s'offrir. Lorsqu'elle croisait Léo, il était laconique, ses regards plus acérés que des lames. Mais une nuit, la fièvre la reprit. Ses mains se mirent à trembler. La serpillière lui échappa. Avant qu'elle ne puisse se rattraper, tout devint noir. À son réveil, une odeur de porridge flottait dans l'air. Léo était assis près d'elle, manches retroussées, remuant doucement la bouillie. Sans un mot,
il approcha la cuillère de ses lèvres. Elle se raidit. Cet homme, qui faisait trembler les plus grands financiers, soufflait délicatement sur sa soupe avant de la nourrir comme une enfant. « Mangez, dit-il avec douceur. » Ce n'était plus un ordre. C'était presque un geste de tendresse. Les barrières entre eux commencèrent à s'effriter. Le pouvoir avait changé de visage. Ce n'était plus l'autorité froide du commandement, mais la vibration d'une compassion qu'il peinait à exprimer. Plus tard, alors que l'appartement terrasse était plongé dans la pénombre et qu'elle somnolait, elle entendit des voix dans le couloir. Deux gardes, qui parlaient à voix basse mais distinctement. Une autre fille du cercle. Marquée comme les autres. Il a interdit d'en parler à Monique Laurent. Le sang de Chloé se glaça. Le cercle. Le mot avait un goût de fer. Son cœur s'emballa. Le souffle lui manqua. Cette marque sur son bras. Il savait. Elle n'était en sécurité nulle part. Ni dans ce monde, ni avec lui. Ses yeux s'ouvrirent en grand, la vérité la frappant avec la violence d'un éclat de verre. Léo Dubois n'était pas seulement son sauveur. Il était lié à ceux qui, un jour, l'avaient possédé. Le silence n'existait pas dans l'appartement terrasse. Même les vitres semblaient vibrer au rythme de la ville. Chloé tentait de se faire oublier, mais son mutisme semblait attirer le regard de Léo. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. La peur et la curiosité se confondaient en elle. Elle s'efforçait de l'éviter, mais se surprenait à l'observer lorsqu'il se croyait seul. Sous la carapace de son costume noir, des failles apparaissaient, fugaces et humaines. Un soir, il ôta sa veste et déboutonna sa chemise pour refaire un pansement sur ses côtes. Chloé retint son souffle. Sa peau était zébrée de cicatrices de balles. Les marques d'un homme qui avait trop combattu, contre les autres et contre lui-même. Remarquant son regard, il ne dit rien, se détourna simplement, les yeux voilés de souvenirs. Plus tard, alors qu'un orage grondait au loin, il se servit un verre, les épaules contractées. « Mon père a bâti un empire sur le sang », dit-il à voix basse, le regard perdu vers l'horizon. Il appelait ça le progrès, la guérison. Mais il se servait de cobayes humains. Des filles pauvres, des réfugiés, des laissés pour compte. Pour la première fois, elle vit sa main trembler. J'ai passé ma vie à essayer de détruire son œuvre. Chloé sentit une douleur dans sa poitrine. Elle vit l'enfant prisonnier de l'homme que le monde redoutait. Quand il se coupa la main avec un verre brisé, elle se précipita vers lui. « Laissez-moi faire. » Ses doigts effleurèrent sa peau tandis qu'elle nettoyait et soignait la plaie. La distance entre eux s'évanouit. Sa respiration se fit plus lente sous son regard. Elle était douce, concentrée, courageuse. « Vous êtes en sécurité ici, » murmura-t-il à la fin, sa voix à peine audible. Sa main se leva vers sa joue, un geste à la fois hésitant et déterminé, comme s'il craignait de la voir s'évanouir. Une chaleur fragile et interdite naquit entre eux. Elle entendait les battements de son cœur. Il sentait le parfum de jasmin de ses cheveux. Un instant, le monde extérieur n'exista plus. Leurs visages se rapprochèrent, à la limite d'un baiser. Un coup frappé à la porte rompit l'enchantement. Plus tard, en rangeant son bureau, elle vit un tiroir entrouvert. Cédant à la curiosité, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers, une arme, et une photo. Le souffle lui manqua. C'était elle. Plus jeune, le visage blême, le corps frêle, et la marque. La même marque qui brûlait sa peau. Le visage qu'il avait vu à l'hôtel ne lui était pas inconnu. C'était elle, il l'avait reconnue. Sa gorge se serra, son cœur tambourinait. Elle lâcha la photo comme si elle était brûlante. Il savait. Chaque mot gentil, chaque regard, chaque promesse de sécurité n'était qu'un mensonge. La trahison la submergea. Elle recula, courut jusqu'au balcon, l'air froid de la nuit fouettant ses larmes. Les lumières de la ville se brouillèrent tandis que la terrible vérité s'imposait à elle. Léo Dubois ne l'avait pas simplement trouvée. Il l'avait cherchée. Le dîner dans l'appartement terrasse était une mise en scène macabre. La table étincelait de cristal et de grands crus, mais l'atmosphère était empoisonnée. Monique Laurent, assise en face de Chloé, avait fait de son élégance une arme. Ses boucles d'oreilles en diamant brillaient comme des poignards.
Voici donc la jeune fille, dit Monique, sa voix tranchant le silence. L'oiseau tombé du nid que tu as recueilli. Son regard descendit le long du bras de Chloé, s'attardant sur la cicatrice visible sous sa manche. Quelle noblesse d'âme. Mais il paraît que certains hommes sont excités par la pitié. Le personnel retint son souffle. Les doigts de Chloé se crispèrent. De l'autre côté de la table, Léo restait de marbre. Le visage fermé, la mâchoire contractée. Il n'intervint pas. Il laissa le venin se répandre. Monique se pencha en avant, un sourire glacial aux lèvres. Estime-toi heureuse, ma petite. Mon beau-fils a plutôt l'habitude de briser ses jouets que de les nourrir. Un rire sec et sans joie ponctua sa phrase. Chloé sentit sa gorge se nouer. Elle chercha le regard de Léo, espérant une réaction, un mot. Mais ses yeux sombres et impénétrables restaient fixés sur son assiette. Il la protégeait à sa manière, par le silence. Pour elle, c'était une trahison. Après le départ de Monique, son parfum flottait encore dans l'air. L'atmosphère était irrespirable. Chloé se leva, tremblante. « Vous m'avez laissé me faire humilier », dit-elle d'une voix brisée. « Et vous n'avez rien dit. » La mâchoire de Léo se contracta. « Je ne peux pas te protéger s'ils savent ce que tu représentes pour moi. » Elle eut un rire amer, les larmes aux yeux. « Et je suis quoi, alors ? Un secret ?» Il s'avança vers elle, mais elle recula. « Ne m'approchez pas, dit-elle, la voix secouée de sanglots. Votre protection est une prison, comme la leur. » Il n'avait pas encore atteint l'ascenseur qu'elle était déjà loin. Dehors, la nuit de Villefranche-sur-Loire l'enveloppa. Une pluie fine commençait à tomber. Elle erra dans les rues, le corps tremblant, la vue brouillée par la douleur et l'humiliation. La fièvre la submergea. Elle s'effondra sur les rives de la Loire, le souffle court. C'est là qu'ils la trouvèrent. Les hommes de Monique, des silhouettes se déplaçant dans la pénombre. Ils la chargèrent dans une camionnette avec une efficacité glaçante. À l'appartement terrasse, le monde de Léo s'écroula. Les mots du docteur Moreau le hantaient. Votre silence la condamne. Il ignora les appels de l'assistante de Monique, les mises en garde d'Olivier, et se précipita dans la salle de surveillance. Les images des caméras défilèrent, puis se figèrent sur une scène. Le corps inanimé de Chloé, son visage éclairé par la lumière crue des phares. Son propre reflet sur l'écran était déformé par la rage. Les veines de son cou saillaient. Ses mains tremblèrent un instant, puis se raffermirent. L'homme dans le reflet n'était plus le PDG raffiné. C'était l'héritier que le milieu craignait. Celui qui détruisait des familles entières pour une trahison. Celui qui s'était juré de ne jamais ressembler à son père et qui était sur le point de trahir ce serment. Son visage s'assombrit, ses yeux se vidèrent de toute autre émotion que la fureur. Le monstre en lui s'était réveillé. Les sirènes hurlèrent dans la nuit tandis que des voitures noires forçaient les grilles de la Fondation Laurent. Ce qui se présentait comme une œuvre de bienfaisance avait des allures de forteresse, portails en fer, gardes armés, projecteurs balayant l'obscurité. Léo Dubois fut le premier à sortir, son manteau flottant derrière lui, une arme au poing, suivi de près par ses hommes. Sans un mot, sans une hésitation, ils agirent avec une précision militaire. Les caméras de surveillance enregistrèrent l'assaut mené par Léo et Olivier, progressant dans les couloirs et neutralisant toute résistance avec une brutalité méthodique. Le PDG milliardaire le plus craint de la région était en train de devenir une légende urbaine. Il atteignit le sous-sol, une salle froide et métallique éclairée par des néons vacillants. Derrière une vitre, Chloé était suspendue, du sang coulant de ses poignets, les yeux mi-clos, mais vivante. Sa rage se mua en une fureur sacrée. « Ouvrez », ordonna-t-il. Un garde eut un instant d'hésitation. Léo tira. La vitre explosa. Il se rua à l'intérieur, l'enveloppa dans son manteau et la prit dans ses bras au son strident des alarmes. « C'est terminé », lui murmura-t-il à l'oreille. « Je te ramène à la maison. » Le lendemain, les images tournaient en boucle. Le monde entier voyait le PDG intouchable arracher une femme à l'enfer, la chemise tachée de sang, la fureur dans le regard. Les journalistes assiégeaient l'hôpital. Les flashs crépitaient. Villefranche-sur-Loire découvrait que son monstre pouvait être un homme. Le jour suivant, la salle de conférence était archi-comble. Journalistes, caméras,
et une atmosphère de stupeur. Léo se tenait au pupitre, une ecchymose encore visible sur sa mâchoire. Ces femmes ont été traitées comme des marchandises, déclara-t-il, la voix grave mais assurée. Y compris celle que j'aime. Un murmure parcourut la salle. Des exclamations, des chuchotements, des éclairs de lumière. Il ne s'y a pas. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, Chloé, poursuivit-il en se tournant vers elle, assise au premier rang. C'est toi qui m'as choisi en entrant dans mon chaos. Ces mots firent l'effet d'une bombe, résonnant sur tous les écrans du pays. Monique Laurent s'effondra sur son siège, ses perles à la main, tandis que son empire s'écroulait en direct. L'inspecteur Mercier était déjà sous les verrous. Olivier, adossé au mur, esquissa un sourire fier. Léo quitta le pupitre et se dirigea vers Chloé. La foule s'écarta en silence. Il s'arrêta devant elle, sous les yeux de la ville, et posa un genou à terre, les mains tremblantes. « Pardonne-moi, dit-il d'une voix douce, les yeux humides de l'émotion qu'il n'avait jamais exprimée. Non pas comme ton sauveur, mais comme l'homme qui a enfin compris ce qu'est l'amour. » Elle retint son souffle, des larmes coulant sur ses joues. L'homme qui faisait trembler Villefranche-sur-Loire était à genoux devant elle, sans armure. Chloé se leva, prit son visage entre ses mains et murmura, « Alors, relève-toi avec moi. » Il se releva, et leurs lèvres se joignirent sous le même lustre où elle s'était évanouie. Un nouveau départ, une histoire réécrite. La salle éclata en applaudissements. Les flashs crépitèrent comme une pluie d'étoiles. Mais cette fois, elle ne tomba pas. Elle se tenait droite à ses côtés, rayonnante, entière, tandis que la ville assistait au triomphe de l'amour sur la peur. 6 mois plus tard, l'air sentait le sel et le renouveau. La villa en Bretagne surplombait l'océan, ses murs blancs baignaient de la lumière du matin. Les vagues venaient mourir doucement sur la plage où Chloé Martin était à genoux, entourée d'enfants qui riaient. Leurs petites mains étaient couvertes de peinture et leurs yeux brillaient de curiosité. Elle sourit, tandis que le vent jouait dans ses cheveux. L'océan ne l'effrayait plus. Il était le miroir de son histoire. Derrière elle, Léo Dubois apparut sur la terrasse, manches retroussées, portant un plateau avec du thé. Les tatouages qui avaient autrefois inspiré la crainte n'étaient plus que les vestiges d'un passé révolu. Il posa les tasses et la contempla avec une sérénité qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. L'homme qui avait régné sur des empires vivait désormais pour ses matins simples, pour les rires, la chaleur, et pour elle. Elle se leva, s'essuya les mains et se tourna vers lui. Il l'enlaça. Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant, et murmura, la fille qui était autrefois sans voix régnait maintenant sur son monde. Elle toucha sa joue, là où la cicatrice était à peine visible. Cette blessure ne m'a pas anéanti, dit-elle en souriant. Elle a fait de moi ce que je suis. Un petit rire interrompit ce moment. Leur bébé rampait vers la lumière, ses petits doigts potelés tâtant les taches de couleur sur le sol. Léo se pencha, le prit dans ses bras, et déposa un baiser sur la tempe de Chloé, tandis que la brise marine emportait les rires à travers la maison. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de bruit, plus de peur, plus de fantômes. Juste la paix. Au final, la souffrance en valait la peine, dit sa voix en off, tandis que la caméra s'éloigne, dévoilant la beauté sauvage de la côte. Parce que l'amour est une récompense pour les courageux. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Loyauté Inattendue et dites-nous en commentaire ce que l'amour représente pour vous.